Elle est entrée juste pour nettoyer, mais elle est restée sans voix. Le millionnaire l'observe avec un regard inattendu. En entendant parler de la chambre, il sourit avec intention et dit « Vous n'avez pas encore vu la partie principale ». La traduction complète de cette histoire en français, avec des noms et lieux adaptés, suit ci-dessous. Le son strident du réveil brisa le silence de 4h30 du matin dans le petit appartement de 2 pièces à La Courneuve, dans la banlieue de Paris. Sophie Moreau tâtonna de la main droite jusqu'à trouver son portable et l'éteindre, avant qu'il ne réveille les enfants qui dormaient dans la même chambre. Ses yeux, encore lourds de fatigue après une nuit de sommeil agité, fixèrent le plafond écaillé pendant quelques secondes avant qu'elle ne rassemble les forces nécessaires pour se lever. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre le luxe de 5 minutes supplémentaires au lit. Avec des mouvements silencieux, Sophie se leva et regarda avec tendresse ses enfants endormis. Thomas, 12 ans, enlaçait sa petite sœur Lucie, qui n'avait que 7 ans. Elle les couvrit mieux, avec la fine couverture, avant de se diriger vers la salle de bain. La douche, à peine chauffée, laissait échapper juste assez d'eau tiède pour un bain rapide. Pendant qu'elle se lavait, elle fredonnait doucement une mélodie qu'elle avait composée quelques jours auparavant, sentant la musique alléger le poids des responsabilités qu'elle portait seule depuis que son mari était parti sans laisser de traces, 3 ans plus tôt. La musique avait toujours été son refuge. Enfant, elle chantait dans la chorale de l'église du quartier et rêvait de devenir chanteuse professionnelle. Sa voix douce et puissante attirait l'attention de tous, mais la vie avait d'autres plans. La grossesse précoce, le mariage précipité et la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins de la famille avaient repoussé ce rêve dans un coin lointain de son esprit où il sommeillait, jamais complètement oublié. À 5 heures, Sophie était prête, avec son uniforme bleu clair impeccablement repassé. Elle laissa le petit déjeuner préparé pour les enfants avec des mots affectueux et des instructions détaillées pour la journée. La voisine, Madame Dubois, viendrait bientôt pour les accompagner à l'école. Sophie prit son sac usé, ferma la porte de l'appartement et sortit pour prendre le premier des 3 bus dont elle aurait besoin pour arriver à la résidence Jardin de Paris dans le 16e arrondissement. La résidence était un complexe de 3 tours de verre et d'acier qui s'élevait majestueusement contre le ciel parisien. Là résidaient des entrepreneurs, des artistes célèbres et des héritiers de fortune. Sophie travaillait comme femme de ménage dans 2 des penthouses de la Tour Chêne, la plus luxueuse des 3. La disparité entre les réalités était si flagrante que parfois, elle avait l'impression de traverser non seulement la ville, mais des dimensions complètement différentes. Après s'être identifiée à la loge et avoir échangé quelques mots avec M. Marcel, le concierge sympathique qui lui gardait toujours un morceau de gâteau, Sophie monta au 30e étage de la Tour Chêne. Son premier arrêt serait à l'appartement 3002, où vivait la famille Durand, un jeune couple toujours en voyage, et leurs 3 chiens de race. Ensuite, elle irait à l'appartement 3001, le duplex où vivait Nicolas Lambert, un entrepreneur reclus qui était rarement présent pendant ses heures de ménage. Nicolas Lambert était propriétaire de l'une des plus grandes galeries d'art du pays et investisseur à succès dans des start-up technologiques. À 40 ans, il avait accumulé une fortune considérable qui lui permettait de vivre entouré de luxe et d'art. Son penthouse était un véritable musée privé, rempli d'œuvres d'artistes consacrés et émergents. Cependant, malgré toute la beauté qui l'entourait, Nicolas vivait dans une solitude auto-imposée, recevant rarement des visites ou sortant pour des événements sociaux. Ce matin-là, contrairement à sa routine habituelle, Nicolas était chez lui. Il avait passé la nuit blanche à travailler sur une proposition d'acquisition d'une galerie traditionnelle à Marseille. Assis dans son bureau avec la vue panoramique de la ville polluée devant lui, il se massait les tempes, essayant de soulager le mal de tête qui le tourmentait. Le son doux de la sonnette annonçant l'arrivée de Sophie le tira de ses pensées. Il consulta sa montre. 7h30, ponctuellement comme toujours. Il hésita un moment, se demandant s'il devait se retirer dans sa chambre pour éviter le contact social, mais quelque chose le fit rester là, peut-être la fatigue, peut-être la solitude qui commençait à peser plus qu'il ne voulait l'admettre. Sophie entra dans l'appartement en utilisant sa clé comme d'habitude. Elle fut surprise de voir de la lumière dans le bureau. Normalement, l'endroit était vide à cette heure. «
Bonjour, monsieur Lambert. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez chez vous. Si vous préférez, je peux revenir plus tard, dit-elle, s'arrêtant à la porte du bureau, les mains croisées devant elle. Nicolas se tourna dans son fauteuil et resta un moment silencieux, observant la femme. En 3 ans de service, c'était peut-être la 5e fois qu'ils se rencontraient. Il remarqua les traits de fatigue sur son visage, mais aussi une dignité et une force qui contrastaient avec la fragilité de sa position sociale. « Bonjour, Sophie. Vous n'avez pas besoin de changer votre routine. Vous pouvez travailler normalement. Je ne vous dérangerai pas, » répondit-il avec une formalité distante. Sophie acquiesça et alla chercher son matériel de nettoyage. Elle commença par le salon, un espace vaste avec des fenêtres du sol au plafond, meublé de pièces design signées et décoré de sculptures et de tableaux qu'elle admirait secrètement, imaginant les histoires derrière chaque œuvre. Tout, en nettoyant, elle fredonnait doucement, presque inconsciemment, une mélodie douce et mélancolique. Sa voix, même contenue, remplissait l'environnement d'une richesse émotionnelle rare. De l'autre côté de l'appartement, Nicolas, qui s'était dirigé vers la cuisine pour chercher du café, s'arrêta dans le couloir attiré par la musique. Il resta là, caché par le mur, écoutant cette voix qui semblait déplacée dans ce décor. Elle était trop crue, trop vraie pour le monde artificiel dans lequel il vivait. Sophie, ignorant la présence de Nicolas, continua à chanter en s'approchant d'une sculpture abstraite en marbre noir qui occupait le centre du salon. La pièce, une forme sinueuse qui semblait flotter malgré son poids, l'avait toujours intriguée. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha la surface polie de la sculpture, sentant sa texture froide sous ses doigts. C'est une Camille Claudel originale. La voix de Nicolas la fit sursauter, la faisant reculer rapidement. « Je m'excuse, je n'aurais pas dû toucher, » dit-elle gênée. « Ce n'est pas grave, » répondit-il en s'approchant. « L'art existe pour être ressenti, pas seulement observé à distance. Le toucher fait partie de l'expérience. » Sophie le regarda, surprise par la réponse. C'était la première fois qu'ils conversaient au-delà des formalités nécessaires. « C'est très beau, » commenta-t-elle timidement. « On dirait qu'elle est en mouvement même si elle est faite de pierre. » Nicolas l'observa avec une curiosité renouvelée. « Exactement. C'est ce qui rend Claudel spéciale. Elle captait l'essence du mouvement, la vie à l'intérieur de la matière inerte. » Il fit une pause. « Vous aimez l'art ? » « Je n'ai jamais eu beaucoup de contacts, » répondit honnêtement Sophie. « Mais j'aime ce que je ressens quand je regarde certaines de ces pièces ici. C'est comme si elles racontaient des histoires. » « Et vous, quelles histoires racontez-vous quand vous chantez ?» La question prit Sophie au dépourvu. « Vous m'avez entendu chanter ?» Elle sentit ses joues rougir de honte. « Je vous ai entendu, et je me suis demandé pourquoi quelqu'un avec une voix comme la vôtre nettoie mon appartement au lieu d'être sur une scène. » Le commentaire, bien que direct, ne contenait ni malice ni condescendance. Il y avait une curiosité sincère dans les paroles de Nicolas, peut-être même une admiration voilée. Sophie ne sut pas comment répondre. Sa vie, ses choix, ses sacrifices, comment expliquer tout cela à un homme qui n'avait probablement jamais eu à choisir entre un rêve et la survie? « La vie ne nous mène pas toujours là où nous voudrions aller, monsieur Lambert, » répondit-elle finalement, retournant à sa tâche de nettoyage. « Parfois, nous devons suivre le chemin qui nous est possible. » Nicolas continua à l'observer, pendant quelques instants, intrigué par cette réponse qui portait une sagesse qu'il semblait ne pas posséder, malgré tout son argent et son éducation. À ce moment-là, quelque chose de subtil changea entre eux. Un premier fil invisible de connexion s'établit, reliant 2 mondes qui jusqu'alors semblaient irrémédiablement séparés. Dans les jours qui suivirent cette brève rencontre, Nicolas se surprit à penser constamment à la femme de ménage à la voix d'ange. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait, une dignité silencieuse qui contrastait avec tout ce qu'il connaissait. Habitué à traiter avec des personnes qui s'approchèrent par intérêt, la sincérité de Sophie représentait un souffle, d'air frais dans sa vie stagnante. Le jeudi suivant, Nicolas ajusta son agenda pour être chez lui pendant le ménage. Assis dans son bureau, il feignait de travailler tout en attendant le bruit de la clé dans la serrure. Quand Sophie arriva, il attendit quelques minutes avant d'apparaître de façon désinvolte dans la pièce où elle rangeait les livres de sa bibliothèque privée. « Bonjour Sophie », salua-t-il, essayant de paraître décontracté. « Bonjour monsieur Lambert », répondit-elle avec un léger sursaut.
Vous avez besoin que je laisse cette pièce pour plus tard? Non, non, en fait, je me demandais si vous accepteriez un café. Je viens d'en faire. La proposition surprit Sophie. En 3 ans de travail dans des maisons luxueuses, elle n'avait jamais été invitée à s'asseoir à la table des patrons. Son instinct initial fut de refuser, mais il y avait quelque chose dans le regard de Nicolas, une vulnérabilité inattendue, qui la fit hésiter. « Je vous remercie pour l'invitation, mais j'ai beaucoup de travail devant moi, » répondit-elle diplomatiquement. « Bien sûr, je comprends, » acquiesça Nicolas, dissimulant sa déception. « Peut-être une autre fois. » Il se tourna pour partir, mais s'arrêta en entendant à nouveau sa voix. « Mais peut-être que je pourrais accepter un café rapide si ce n'est pas dérangeant. » Nicolas sourit discrètement avant de se retourner. Ce n'est pas du tout dérangeant. Dans la cuisine impeccable, avec des appareils électroménagers en acier brossé et des comptoirs en marbre noir, Sophie s'assit inconfortablement au bord d'une chaise haute, comme si elle était prête à se lever à tout moment. Nicolas servit le café dans des tasses en porcelaine fine et plaça sur la table quelques toasts et des confitures artisanales. « Vous chantez toujours en travaillant ?» demanda-t-il, brisant le silence initial. Sophie rougit légèrement. « Parfois, je ne me rends même pas compte que je chante. C'est une vieille habitude. Vous avez étudié la musique ? Je chantais dans la chorale de l'église quand j'étais enfant. Le chef disait que j'avais du potentiel. Il m'a même offert des cours. Particulier, mais elle fit une pause, sirotant son café pour gagner du temps. La vie a pris un autre tournant. Nicolas acquiesça, sentant qu'il y avait tout un univers d'histoires non racontées dans cette simple phrase. « Et vos enfants ? Vous avez dit que vous en avez 2, n'est-ce pas ?» Sophie fut surprise qu'il se souvienne de cette information, qu'elle avait probablement mentionnée en passant lors d'une conversation précédente. « Oui, Thomas et Lucie, il a 12 ans et elle 7. Ce sont de bons enfants, studieux. Ça doit être difficile d'élever 2 enfants seuls à Paris. »« On se débrouille, » répondit-elle avec un sourire contenu, mais fier. « Thomas m'aide déjà à s'occuper de sa sœur quand je travaille, et nous avons de bons voisins. » La conversation coula avec une naturelle surprenant, malgré l'abîme social qui les séparait. Nicolas découvrit que Sophie travaillait à 3 endroits différents. En plus de la résidence, elle faisait le ménage. Dans une salle de sport à Neuilly, et les week-ends, vendait des pâtisseries maison sur un marché à Montmartre. Il apprit aussi qu'elle rêvait d'offrir une meilleure éducation à ses enfants et que, durant ses rares heures libres, elle composait des chansons qu'elle n'avait jamais montrées à personne. Sophie, quant à elle, apprit que Nicolas avait perdu ses parents dans un accident 6 ans auparavant et que, depuis lors, il s'était plongé dans le travail. Elle découvrit que, malgré tout son succès financier, il ressentait rarement une satisfaction authentique et que sa passion pour l'art était une façon de combler un vide grandissant dans sa vie. « Avez-vous déjà pensé à montrer vos compositions ?»« C'est à quelqu'un du milieu musical ?» demanda Nicolas quand Sophie mentionna qu'elle avait composé plus de 30 chansons au fil des ans. Elle secoua la tête, souriant avec un mélange de résignation et de tristesse. « C'est un rêve de petite fille, monsieur Lambert. Maintenant, j'ai des responsabilités plus importantes. Les rêves n'ont pas de date de péremption, Sophie. Peut-être pas pour ceux qui peuvent se permettre le luxe de rêver, répondit-elle. Sans amertume, constatant simplement un fait. Elle regarda l'horloge et se leva rapidement. Je dois retourner au travail si je veux terminer à l'heure. Nicolas n'insista pas. Ce bref moment de connexion avait été suffisant pour l'instant. Il savait qu'il devait y aller doucement s'il voulait briser les barrières invisibles qui les séparaient. Dans les semaines qui suivirent, les cafés du matin devinrent un rituel tacitement convenu entre eux. 30 minutes de conversation, avant que Sophie ne commence ses tâches. À chaque rencontre, les histoires s'approfondissaient et la confiance grandissait. Nicolas commença à laisser des partitions de musique classique stratégiquement placées dans la maison, remarquant comment Sophie les examinait avec curiosité pendant le nettoyage. Un matin particulièrement pluvieux, quand le ciel de Paris semblait se dissoudre en eau, Nicolas rentra chez lui trempé après une réunion. Il trouva Sophie dans la salle de musique, arrêtée devant le piano à queue, regardant l'instrument avec une expression presque révérencieuse. « Vous jouez ?» demanda-t-il, la faisant se retourner rapidement. « Non, je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre, » répondit-elle, gênée d'avoir été surprise dans un moment de rêverie. Nicolas s'approcha,
laissant des gouttes d'eau sur son passage. Mais vous chantez et composez. Ce sont des choses différentes. Pas tant que ça. Il ouvrit le couvercle du piano et s'assit sur le banc. J'aimerais entendre une de vos compositions un jour. Sophie détourna le regard, soudainement consciente de l'intimité de cette demande. Ces chansons étaient comme des pages d'un journal qu'elle n'avait jamais montré à personne. Ce n'est rien d'extraordinaire, esquiva-t-elle. Des choses simples, sans raffinement. Parfois, la simplicité porte plus de vérité que la sophistication. Nicolas joua quelques notes douces sur le piano. La musique est un langage universel, Sophie. Elle ne distingue pas les classes sociales ou les niveaux d'éducation formelle. Elle parle directement à l'âme. Quelque chose dans la façon dont... Il dit cela sans condescendance, avec un respect sincère, fit que Sophie baissa un peu ses défenses. « Peut-être un jour, murmura-t-elle. Ce peut-être fut suffisant pour Nicolas. Il apprenait à avoir de la patience, une vertu que le monde des affaires ne lui avait jamais enseignée. La semaine suivante, Sophie arriva pour travailler et trouva un petit enregistreur numérique sur la table de la cuisine avec une note manuscrite. « Pour quand vous serez prête, N. » Elle rangea l'appareil dans son sac, touchée par le geste, mais encore incertaine. L'idée de partager ses compositions, d'exposer cette partie si intime d'elle-même, la terrifiait et l'attirait en même temps. 2 jours plus tard, Nicolas trouva l'enregistreur de retour sur son bureau. Il ressentit une pointe de déception, pensant que Sophie avait refusé son cadeau. Mais en allumant l'appareil, il découvrit un enregistrement. Le cœur battant, il appuya sur play. La voix de Sophie remplit la pièce, d'abord hésitante, puis gagnant en confiance. C'était une chanson simple, avec une mélodie qui semblait flotter entre la mélancolie et l'espoir. Les paroles parlaient de rêves endormis et du désir de liberté. Il n'y avait pas d'accompagnement instrumental, seulement la pureté cristalline de cette voix qui portait des années d'émotions contenues. Nicolas ferma les yeux, se laissant envelopper par la musique. Il y avait là un talent brut, sans polissage, mais d'une authenticité bouleversante. Quand la chanson se termina, il resta immobile quelques instants, traitant ce qu'il venait d'entendre. Puis, avec une détermination soudaine, il prit le téléphone et fit un appel. « Olivier, c'est Nicolas, j'ai besoin d'un service. » Il fit une pause regardant l'enregistreur dans sa main. « Tu te souviens que tu m'as dit que tu cherchais de nouveaux talents pour ce projet social de musique? Je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui va t'intéresser. » Après avoir raccroché, Nicolas resta contempler la ville par la fenêtre de son appartement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment enthousiasmé par quelque chose. L'idée de pouvoir aider Sophie à donner voix à son talent éveillait en lui une satisfaction différente de tout ce qu'il avait expérimenté dans sa carrière d'entrepreneur et de collectionneur d'art. Cependant, une crainte l'accompagnait. Comment aborder le sujet sans que cela ne paraisse de la charité ou pire, un abus de pouvoir? Comment offrir une opportunité sans diminuer la dignité de cette femme qui, en si peu de temps, avait gagné son respect et son admiration? Nicolas savait qu'il devait être prudent. Ce qui était en jeu n'était pas seulement un possible talent musical, mais la confiance délicate qui commençait à fleurir entre eux, une confiance que, étonnamment, il ne voulait plus perdre. Pendant ce temps, dans un bus bondé rentrant chez elle après une longue journée de travail, Sophie alternait entre le regret et le soulagement d'avoir laissé l'enregistrement pour Nicolas. Elle se demandait si elle avait commis une erreur, si elle avait franchi une ligne invisible qui changerait à jamais la dynamique entre eux. Mais en même temps, elle ressentait une légèreté inhabituelle, comme si un poids avait été partiellement retiré de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle avait donné voix à ce qu'elle gardait caché en elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce simple enregistrement serait le premier pas dans un voyage qui transformerait sa vie et celle de Nicolas d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. La semaine s'écoula dans un étrange silence entre Sophie et Nicolas. Elle continua d'aller travailler au Penthouse, mais les rencontres qui étaient devenues fréquentes semblaient maintenant soigneusement évitées. Nicolas planifiait des réunions en dehors de chez lui les matins où Sophie serait présente, et elle, à son tour, accomplissait ses tâches avec une efficacité méthodique, sans s'arrêter pour contempler les œuvres d'art ou fredonner comme elle avait l'habitude de le faire. L'enregistrement planait entre eux comme un secret partagé qu'aucun des deux ne savait comment aborder.
Sophie regrettait chaque jour, imaginant que Nicolas avait probablement trouvé sa musique simpliste et était maintenant gêné de ne pas savoir comment le lui dire. Nicolas, de son côté, attendait anxieusement la réponse de son ami Olivier Vernet, producteur musical et coordinateur d'un projet qui donnait des opportunités à des talents des banlieues parisiennes. Le jeudi, le téléphone de Nicolas sonna, alors qu'il déjeunait dans un restaurant à Saint-Germain. C'était Olivier. « Nico, cet enregistrement que tu m'as envoyé, d'où sort cette femme ?» Nicolas sourit, ressentant une vague de satisfaction. « Elle travaille dans mon appartement, femme de ménage. » « Tu plaisantes ?» Olivier semblait sincèrement surpris. « Cette voix est incroyable. Brute, elle a besoin de technique, bien sûr, mais il y a quelque chose là, une authenticité qui ne s'enseigne pas. Je veux la rencontrer. » C'est là le problème. Nicolas baissa la voix bien qu'il soit à une table isolée. Elle ne sait pas que je t'ai envoyé l'enregistrement. En fait, je pense qu'elle regrette déjà de m'avoir laissé l'écouter. Je comprends. Olivier fit une pause. Écoute, nous organisons un événement caritatif pour l'Institut la semaine prochaine. Pourquoi ne l'amènes-tu pas comme invité? Ce serait une approche moins directe. Elle n'a même pas besoin de savoir que j'ai écouté l'enregistrement. Pour l'instant. Nicolas considéra l'idée. Un événement public serait moins intimidant qu'une réunion privée et donnerait à Sophie la chance de connaître le projet sans se sentir sous pression. « Ça peut marcher », accepta-t-il. « Envoie-moi les détails et je verrai ce que je peux faire. » En rentrant à l'appartement en fin d'après-midi, Nicolas trouva tout impeccablement nettoyé, comme toujours. Sur la table de la cuisine, un mot écrit à la main avec la calligraphie soignée de Sophie. « J'ai avancé le service d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je reviendrai à l'horaire normal. Merci, S. » Il soupira, se rendant compte qu'elle essayait clairement de l'éviter. Il décida qu'il était temps d'être plus direct. Il prit son téléphone et, après un moment d'hésitation, envoya un message au numéro qu'il avait enregistré pour les urgences. « Sophie, j'aimerais parler de votre musique. Vous avez un talent extraordinaire. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas par honte ou par crainte. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Nicolas. » De l'autre côté de la ville, dans le petit appartement de la Courneuve, Sophie regardait fixement, le message sur son vieux portable, le cœur battant. Ses enfants jouaient dans le salon pendant qu'elle préparait le dîner avec des ingrédients soigneusement rationnés pour durer jusqu'à la fin du mois. « Maman, tout va bien ?» demanda Thomas, remarquant son expression préoccupée. « Tout va très bien, mon fils. » Elle força un sourire, rangeant le téléphone dans sa poche. « Je pensais juste aux factures du mois. » Mais ce n'étaient pas les factures qui occupaient son esprit à ce moment-là. C'était le message de Nicolas et plus que cela, la soudaine réalisation que quelque chose changeait dans sa vie, quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Une partie d'elle voulait reculer, retourner à la sécurité de l'anonymat, de l'invisibilité sociale qui, bien que douloureuse, était familière. Une autre partie, cependant, une partie qui avait été endormie pendant longtemps, avait hâte de répondre à cet appel. Après avoir couché les enfants, Sophie s'assit sur le petit balcon de l'appartement, regardant les lumières de la ville qui s'étendaient aussi loin que la vue portait. Tant de vie, tant d'histoires, tant de rêves réalisés et frustrés. Elle prit son téléphone et, après plusieurs minutes à réfléchir à ce qu'elle dirait, répondit finalement. « Monsieur Lambert, je vous remercie pour vos gentilles paroles. Nous pouvons parler demain après mon service à la salle de sport, vers 17h, Sophie. » Le lendemain matin, Nicolas se réveilla tôt, une rareté pour lui les week-ends. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une attente, une possibilité qui l'énergisait. Il passa la journée agité, réorganisant sa collection de disques vinyles et jouant occasionnellement du piano, ce qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. À 5 heures de l'après-midi, la sonnette retentit. Nicolas respira profondément avant de répondre. Sophie se tenait à la porte, vêtue d'un jean simple et d'un chemisier bleu clair, des vêtements décontractés, qu'il ne l'avait jamais vu porter, habitué qu'il était à l'uniforme de travail. Ses cheveux noirs, normalement attachés en un chignon pratique, tombaient librement sur ses épaules. Elle semblait plus jeune, plus vulnérable, mais aussi plus authentique. « Entrez, s'il vous plaît », l'invita-t-il, essayant de dissimuler sa nervosité. Sophie entra, visiblement mal à l'aise d'être là en tant qu'invitée et non comme employée. Nicolas la conduisit au salon où il avait
Préparez du café et quelques biscuits sur un plateau sur la table basse. Merci d'être venu, commença-t-il après qu'il se soit assis. D'abord, je veux m'excuser si j'ai été intrusif d'une quelconque manière. Vous ne l'avez pas été, répondit-elle rapidement. C'est moi qui ai laissé l'enregistrement, je ne m'attendais juste pas. Sa voix faiblit. Vous ne vous attendiez pas à ce que j'aime autant, Nicolas compléta souriant. Sophie acquiesça, regardant ses propres mains. C'est quelque chose de très personnel. Je ne l'ai jamais montré à personne avant. Et c'est justement pour cela que c'est si spécial, Sophie. Votre musique a une âme, une vérité. C'est quelque chose de rare de nos jours. Elle leva finalement les yeux, s'autorisant un petit sourire. Merci. Nicolas se pencha légèrement en avant. J'ai une proposition pour vous. Un ami à moi, Olivier Vernet, coordonne un projet appelé Voix de la ville. Il découvre et développe des talents musicaux dans les communautés périphériques, offrant formation, espace pour des représentations et même des enregistrements professionnels. Le regard de Sophie se transforma en alarme. « Vous avez montré mon enregistrement à quelqu'un d'autre ?»« Oui, » admit Nicolas, décidant que l'honnêteté était la meilleure voie, et il a été impressionné, vraiment impressionné. Sophie se leva brusquement, l'expression fermée. « Vous n'en aviez pas le droit. » « Je sais. » Nicolas se leva aussi. « C'était présomptueux de ma part, et je m'en excuse. Mais Sophie, s'il vous plaît, pensez à l'opportunité. Ce projet peut être exactement ce dont vous avez besoin pour donner voix à votre talent. »« Ma vie n'est pas un projet de charité, monsieur Lambert, » dit-elle, la voix ferme malgré l'émotion contenue. « Je suis fier de ce que je suis et de ce que je fais. »« Et vous devriez l'être, » répondit-il avec sincérité. « Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit de reconnaître un talent authentique qui mérite d'être entendu. » Un silence tendu s'installa entre eux. Nicolas pouvait voir le conflit sur le visage de Sophie, le désir luttant contre la peur, le rêve contre le pragmatisme. « Vendredi prochain, il y aura un événement caritatif pour l'Institut, » dit-il finalement. « Un cocktail suivi de présentations musicales de certains artistes du projet. J'aimerais que vous m'accompagniez, juste en tant qu'invité, sans engagement, sans pression, simplement pour connaître le travail. » Sophie hésita, encore visiblement mal à l'aise. « Je n'ai pas de tenue appropriée pour ce type d'événement. »« C'est le cadet de nos soucis. » Nicolas haussa les épaules, essayant de paraître décontracté. « L'important est que vous soyez là, que vous rencontriez les gens, que vous voyiez par vous-même de quoi il s'agit. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle soudainement. « Pourquoi vous en souciez-vous » La question prit Nicolas au dépourvu. Pourquoi, en effet, était-il si désireux d'aider cette femme qu'il connaissait à peine? Il y avait quelque chose au-delà de l'admiration pour son talent musical, quelque chose qu'il ne pouvait pas lui-même nommer complètement. Parce que, quand j'ai entendu votre voix, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, répondit-il avec sincérité. Une connexion avec quelque chose de réel, quelque chose de vrai, et peut-être... Il hésita, cherchant les mots justes. « Peut-être que j'en ai autant besoin que vous avez besoin d'une opportunité. » La réponse sembla désarmer Sophie. Son regard s'adoucit, et elle se rassit lentement. « J'ai peur, » admit-elle à voix basse. « Peur de rêver à nouveau et de me faire mal. Peur de m'exposer et de ne pas être assez bonne. Peur de commencer quelque chose que je ne pourrai pas terminer parce que j'ai 2 enfants qui dépendent de moi. » Nicolas s'assit à côté d'elle. Maintenant une distance respectueuse. « La peur est naturelle, mais ne la laissez pas définir vos limites, Sophie. Vous méritez plus que cela. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle menait une bataille intérieure. Finalement, avec un profond soupir, elle acquiesça presque imperceptiblement. « Je vais y réfléchir. » Nicolas sourit, sachant que c'était une victoire, aussi petite soit-elle. « C'est tout ce que je demande. » Sophie se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte du salon. « Et pour la robe ?»« J'ai une amie styliste qui pourrait t'aider, » suggéra Nicolas avec prudence. « Seulement si vous le souhaitez, bien sûr. » Elle considéra l'offre un moment, partagée entre la fierté et le pragmatisme. « Peut-être que c'est une bonne idée, » concéda-t-elle finalement, « mais je paierai la location. Quand je le pourrai. » Nicolas acquiesça, respectant son besoin de maintenir sa dignité. Entendu. Après le départ de Sophie, Nicolas resta assis pendant longtemps, réfléchissant à la conversation.
Il y avait quelque chose chez cette femme qui le fascinait, pas seulement son talent musical, mais sa force, son intégrité et sa capacité à maintenir sa dignité dans des circonstances qui auraient brisé beaucoup d'autres. À côté d'elle, il se sentait simultanément privilégié et appauvri. Tout son argent, tout son succès dans les affaires semblait soudain vide comparé à la richesse émotionnelle que Sophie portait en elle. Le lundi suivant, Nicolas reçut un court message. « J'accepte l'invitation pour vendredi. Merci. Sophie. » Un sourire involontaire se forma sur ses lèvres. Il savait que ce simple message représentait un énorme pas pour elle, un pari risqué sur un rêve depuis longtemps endormi. Et d'une certaine façon, il sentait que c'était aussi un nouveau départ pour lui-même, une opportunité d'utiliser sa position et ses ressources pour quelque chose de vraiment significatif. Ce que Nicolas ne savait pas, alors qu'il planifiait, avec enthousiasme les détails de l'événement, c'est que cette décision ne marquerait que le début d'une série de changements qui affecteraient profondément la vie des deux, entrelaçant leur destin de manière qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. La semaine passa en un tourbillon pour Sophie. Entre ses 3 emplois, les soins aux enfants et les préparatifs pour l'événement, elle eut à peine le temps de digérer la décision qu'elle avait prise. Le mercredi, elle rencontra Christine Moreau, l'amie styliste de Nicolas, qui l'accueillit dans son atelier du Marais avec une cordialité qui la surprit. « Nicolas m'a parlé de vous, » dit Christine, une femme d'une 40aine d'années aux yeux vifs et aux cheveux teints d'un rouge vibrant. « Il m'a dit que vous avez une voix incroyable. »« Il exagère, » répondit Sophie, rougissant légèrement. « Je chante juste pour le plaisir. » Les plus grands talents commencent généralement ainsi. Christine sourit, entourant Sophie d'un regard analytique. Nous allons trouver quelque chose qui mettra en valeur votre beauté naturelle, sans vous faire sentir comme si vous étiez déguisé. Après avoir essayé plusieurs modèles, elles optèrent pour une robe bleu marine de coupe simple mais élégante, qui valorisait la silhouette de Sophie sans être ostentatoire. Quand elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui lui faisait face. Ce n'était ni la femme de ménage fatiguée, ni la mère surchargée, mais une version d'elle-même qui semblait avoir émergé d'un univers parallèle où ses rêves n'avaient pas été interrompus. « Vous êtes Sattva ?»« Éblouissante », déclara Christine avec une satisfaction professionnelle. « Nicolas n'en croira pas ses yeux quand il vous verra. » La mention de son nom provoqua une sensation étrange chez Sophie, un mélange de gratitude, d'anxiété et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à définir. Pendant toute la semaine, elle avait pensé à renoncer à l'événement d'innombrables fois. La peur de l'inconnu, l'insécurité d'être dans un environnement si différent du sien, l'inquiétude de ce que les gens penseraient, tout cela la tourmentait. Mais chaque fois qu'elle envisageait de reculer, elle se rappelait l'expression de Nicolas lorsqu'il parlait de sa musique, de la sincérité dans ses yeux quand il disait que sa voix l'avait touchée. Le soir du vendredi, pendant qu'elle se préparait, dans la petite salle de bain de son appartement, Sophie regarda ses enfants qui l'observaient avec admiration. « Maman, tu ressembles à une princesse !» s'exclama Lucie, les yeux brillants. « Tu vas chanter à cette fête, maman ?» demanda Thomas qui, à 12 ans, commençait déjà à comprendre le talent de sa mère. « Non, mon fils, je vais juste rencontrer des personnes qui travaillent dans la musique, » répondit-elle, ajustant nerveusement le collier simple qu'elle avait choisi pour compléter la robe. « Tu devrais chanter, » insista-t-il, avec la sincérité typique de son âge. « Tu chantes mieux que tout le monde à la télé. » Sophie sourit, touchée par la confiance inébranlable de son fils. « Merci, mon amour. Maintenant, soyez sage avec Madame Dubois, d'accord? Maman ne rentrera pas tard. » La sonnette retentit exactement à 8 heures. Nicolas avait insisté pour venir la chercher personnellement, refusant d'envoyer un chauffeur comme c'était son habitude. Quand Sophie ouvrit la porte, il resta momentanément sans voix. La transformation n'était pas seulement dans les vêtements ou dans les cheveux soigneusement coiffés, mais dans la posture, dans la confiance subtile qu'elle affichait même, dans sa nervosité évidente. « Vous êtes magnifique, » dit-il finalement, avec une admiration sincère qui fit rougir Sophie. « Merci, » répondit-elle, ajustant le petit sac à main que Christine avait insisté pour qu'elle accepte comme cadeau. « Vous êtes très élégant aussi. » Dans la voiture en route vers l'événement, ils discutèrent de sujets légers, le temps, les enfants de Sophie, l'exposition d'art que Nicolas organisait pour le mois suivant.
C'était comme si tous deux évitaient de toucher au véritable objectif de cette soirée, au potentiel qu'elle portait pour tout changer. L'Institut Voix de la ville occupait un ancien hôtel particulier restauré dans le quartier de Bastille. En entrant dans le lieu décoré de lumières douces et d'arrangements floraux élégants, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Le salon était déjà rempli de personnes bien habillées qui conversaient avec animation, coupe de champagne à la main. Instinctivement, elle fit un pas en arrière. « Tout va bien ?» demanda doucement Nicolas, remarquant son hésitation. « Je crois que j'ai commis une erreur, » murmura-t-elle. « Je n'appartiens pas à cet endroit. » Nicolas saisit délicatement son bras, l'empêchant de reculer davantage. « Vous appartenez à n'importe quel endroit que vous choisissez d'être, Sophie. La musique ne connaît pas de barrière sociale. Vous vous souvenez? Et tous ici sont unis par une cause, donner une voix à des talents qui autrement ne seraient pas entendus. » Avant qu'elle ne puisse répondre, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux s'approcha. « Nicolas, tu es enfin arrivé. Nous parions que tu apparaîtrais vraiment ou que tu enverrais une de tes excuses de dernière minute. Olivier, tu me connais trop bien. » Nicolas sourit, serrant la main de son ami avant de se tourner vers Sophie. « Voici Sophie, Moreau, la personne dont je t'ai parlé. » Les yeux d'Olivier s'illuminèrent d'un intérêt sincère, en tendant la main à Sophie. « C'est un immense plaisir de vous rencontrer, Sophie. Nicolas a été tellement impressionné par votre talent qu'il n'a pas cessé de parler de vous. » Sophie lui serra la main, se sentant simultanément flattée et exposée. « Le plaisir est le mien, monsieur Vernet. Nicolas m'a parlé du travail incroyable que vous faites ici. S'il vous plaît, appelez-moi Olivier, et j'espère que ce soir vous pourrez voir ce travail de première main. Nous avons des présentations de certains de nos artistes prévues pour bientôt. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Sophie se sentit progressivement plus à l'aise. Olivier la présenta à divers membres du projet, professeurs de musique, producteurs et jeunes artistes qui avaient trouvé une plateforme pour leur talent grâce à l'Institut. À sa surprise, personne ne sembla la juger pour son origine, modeste ou la traiter avec condescendance. Au contraire, quand ils apprirent qu'elle composait ses propres chansons, ils manifestèrent un intérêt sincère. Nicolas resta à proximité, mais donna à Sophie l'espace pour interagir par elle-même, n'intervenant que lorsqu'il percevait qu'elle se sentait mal à l'aise. Il y avait une attention dans ses actions, un respect pour le processus qu'elle vivait qui la touchait profondément. Quand les présentations musicales commencèrent, Sophie se retrouva complètement absorbée. Un jeune rappeur de la banlieue, Nord présenta des vers puissants sur la réalité des communautés. Une adolescente de seulement 15 ans enchanta tout le monde avec son interprétation d'une chanson traditionnelle bretonne. Un groupe de percussion formé d'enfants d'un foyer démontra une technique et un enthousiasme impressionnants. « Qu'en pensez-vous » demanda Nicolas pendant une pause alors qu'ils se servèrent de canapé sur une table latérale. « C'est incroyable » répondit Sophie avec sincérité. « Ils sont si talentueux, si authentiques, et la façon dont le projet les soutient sans essayer de les transformer en quelque chose qu'ils ne sont pas, c'est exactement l'esprit de l'Institut, commenta Olivier, se joignant à eux. Nous ne voulons pas créer des produits commerciaux. Nous voulons révéler de vrais artistes. » La conversation fut interrompue quand une jeune femme monta sur la petite scène. « Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre présence en cette soirée spéciale. Comme le veut la tradition de nos événements, nous invitons toujours quelqu'un du public à partager son talent avec nous. Après tout, on ne sait jamais où l'on trouvera la prochaine grande voix de la ville. » Sophie sentit le sang se glacer dans ses veines quand elle vit Olivier lever la main et faire un signe à la présentatrice. « Ce soir, » continua la jeune femme, « nous avons le plaisir d'inviter quelqu'un de très spécial. Sophie Moreau, pourriez-vous nous faire l'honneur ?» Le salon éclata en applaudissements polis, tandis que Sophie restait paralysée, regardant Nicolas avec une expression de trahison. « Vous avez planifié ça ?» chuchota-t-elle accusatoirement. « Non, je le jure, » répondit-il, semblant aussi surpris qu'elle. « Ça doit être une idée d'Olivier. »« Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle, sentant la panique monter. « Je ne suis pas préparée. » Nicolas prit ses mains glacées entre les siennes. « Sophie, regardez-moi, vous le pouvez. Votre musique mérite d'être entendue. Mais si vous ne voulez vraiment pas, j'interviens et j'explique qu'il y a eu un malentendu. Quelque chose dans la façon dont il dit cela.
Le mélange de confiance en son talent et de respect pour sa décision fit que Sophie respira profondément. Les applaudissements continuaient, maintenant accompagnés de regards curieux dans sa direction. « D'accord, dit-elle finalement, plus pour elle-même que pour Nicolas. Je vais le faire. » D'un pas hésitant, Sophie se dirigea vers la scène. Ses jambes tremblaient et elle était certaine que tous pouvaient entendre son cœur battre de façon irrégulière. En montant sur la petite estrade, la lumière des projecteurs l'aveugla momentanément. « Bonsoir », sa voix sortit tremblante au microphone. « Je ne m'attendais pas à cela. » Quelques rires gentils résonnèrent dans le salon. « Je vais chanter quelque chose que j'ai composé il y a quelque temps. Ça s'appelle « Rêve différé ». Un silence respectueux tomba sur l'assistance. Sophie ferma les yeux un instant, cherchant du courage dans les profondeurs de son âme. Puis, sans accompagnement, elle commença à chanter. Sa voix, d'abord hésitante, gagna rapidement en force et en confiance. La mélodie simple mais puissante remplit l'environnement et les paroles, sur des rêves gardés comme des trésors et l'espoir qui persiste même dans les circonstances les plus adverses, semblaient toucher quelque chose de profond chez chaque personne présente. Quand elle arriva au refrain, Sophie ouvrit les yeux et pendant un instant, son regard rencontra celui de Nicolas. Il l'observait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange d'admiration, de fierté et de quelque chose d'autre, quelque chose qui fit son cœur sauter un battement. En terminant la chanson, il y eut un moment de silence absolu, comme si personne ne voulait briser l'enchantement que sa voix avait créé. Puis, comme une vague se brisant sur la plage, les applaudissements éclatèrent, non pas polis ou contenus, mais enthousiastes, passionnés, certains accompagnés d'exclamations d'approbation et même de larmes. Sophie descendit de la scène, les jambes flageolantes, recevant des embrassades et des félicitations de personnes qu'elle connaissait à peine. Quand elle réussit enfin à revenir auprès de Nicolas, il la regardait avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Ça, » dit-il simplement, « c'était l'un des moments les plus extraordinaires auxquels j'ai jamais assisté. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Olivier s'approcha, les yeux brillants d'excitation. « Sophie, c'était... Je n'ai pas de mots. Nicolas avait raison à votre sujet. Mais même ainsi, je n'étais pas préparé pour ce que je viens d'entendre. Nous devons parler de votre avenir musical. Immédiatement. » La soirée qui avait commencé avec tant d'appréhension se transforma en un tourbillon de possibilités. Tout en conversant avec Olivier sur des cours de technique vocale, d'éventuels enregistrements et de futures présentations, Sophie jetait occasionnellement des regards à Nicolas, qui se maintenait proche, un sourire satisfait aux lèvres. Ce qui avait commencé comme une simple invitation à un événement caritatif s'était transformé en un possible début d'une nouvelle phase dans sa vie. Et tandis que la soirée avançait, entre coupes de champagne et conversations animées, Sophie se permit, pour la première fois depuis de nombreuses années, de croire que peut-être, juste peut-être, ses rêves différés auraient enfin à la chance de se réaliser. Les semaines suivant la présentation à l'Institut Voix de la Ville apportèrent des changements significatifs dans la vie de Sophie. 2 fois par semaine, après avoir déposé les enfants à l'école, elle fréquentait maintenant des cours de technique vocale avec la professeure Hélène Dufresne, une soprano retraitée qui travaillait dans le projet. Les samedis, elle participait à un atelier de composition musicale, où elle apprenait enfin à structurer formellement les mélodies qu'elle avait toujours créées par intuition. Pour rendre possible cette nouvelle routine, Nicolas avait négocié, avec l'administration de la résidence, un réaménagement de l'horaire de Sophie, concentrant sa journée sur 3 jours de la semaine. Il avait également parlé avec le gérant de la salle de sport où elle travaillait, obtenant une réduction de charge horaire sans diminution de salaire, sous prétexte d'un programme d'incitation culturelle que son entreprise financerait. Au début, Sophie résista à ces arrangements, craignant de créer une relation de dépendance. « Je ne veux pas être votre projet de charité », dit-elle fermement à Nicolas lors d'une de leurs conversations dans la cuisine du penthouse. « Ce n'est pas de la charité, Sophie », répondit-il avec la même fermeté. « C'est un investissement, dans le talent, dans le potentiel, le même que je fais avec des artistes émergents à la galerie. » Cette conversation avait eu lieu il y a presque un mois, et depuis lors, une routine confortable s'était établie entre eux.
Les matins où Sophie travaillait au Penthouse, Nicolas faisait en sorte d'être présent. Ils partageaient un café, discutaient de musique, de littérature, d'art, et, en plus, de sujets personnels. Nicolas racontait des histoires de son enfance privilégiée, mais émotionnellement démunie, avec des parents absents qui compensaient le manque de temps par des cadeaux coûteux. Sophie, à son tour, parlait de sa jeunesse en banlieue, des rêves interrompus, du mariage précipité avec un homme qui se révélerait irresponsable, et finalement, de la lutte quotidienne pour élever 2 enfants seuls. Progressivement, sans qu'ils s'en rendent clairement compte, la relation entre eux s'était transformée. Ils n'étaient plus seulement employés et patrons, ni même simplement amis. Il y avait une intimité croissante, une connexion que tous deux ressentaient, mais qu'aucun n'osait nommer ou explorer ouvertement. Ce matin d'octobre, alors qu'elle nettoyait le bureau de Nicolas, Sophie remarqua quelque chose d'inhabituel sur le bureau. Plusieurs dossiers étaient ouverts, des documents éparpillés de façon désorganisée. Quelque chose de complètement atypique pour quelqu'un d'aussi méthodique que lui. Sans vouloir s'immiscer, mais préoccupée par le désordre inhabituel, elle organisa les papiers en pile sans lire leur contenu. C'est alors que Nicolas entra dans le bureau, le visage chargé d'une préoccupation qu'il ne parvenait pas à dissimuler. « Désolé pour le désordre », dit-il, essayant de sourire. « Nuit. Difficile. Tout va bien ?» demanda Sophie, remarquant les cernes profondes et la fatigue évidente sur son visage. Nicolas hésita, comme s'il considérait s'il devait ou non partager ce qui l'affligeait. Finalement, avec un soupir lourd, il s'assit dans le fauteuil, derrière le bureau. « En fait non, je fais face à quelques problèmes financiers. » La révélation surprit Sophie. Pour elle, Nicolas Lambert était la personnification même de la sécurité financière. L'homme qui vivait dans un penthouse de luxe, collectionnait l'art comme d'autres collectionnent des timbres, et ne semblait jamais se préoccuper d'argent. « Des problèmes financiers ?» répéta-t-elle, incertaine d'avoir bien compris. Nicolas passa la main dans ses cheveux, un geste qu'elle avait déjà remarqué être typique quand il était nerveux. « J'ai fait quelques investissements risqués ces dernières années. La plupart ont réussi, ce qui m'a rendu trop confiant. Il y a 6 mois, j'ai placé une partie significative de mon capital dans une start-up technologique qui semblait prometteuse. Et ça n'a pas marché ?» déduisit Sophie, s'asseyant sur la chaise en face du bureau. « Pire que ça, c'était une fraude élaborée, » expliqua-t-il, la voix amère. « Les fondateurs ont falsifié des données, présenté des prototypes qui ne fonctionnaient pas, créé une illusion parfaite. Quand la supercherie a été révélée, l'argent avait déjà disparu dans des comptes offshore. »« Mon Dieu, Nicolas, » murmura Sophie, sincèrement consternée. « Combien n'avez-vous perdu ?»« Suffisamment pour compromettre sérieusement ma liquidité, » répondit-il, évitant des chiffres spécifiques. « La galerie reste solide, mais il devient de plus en plus difficile de maintenir cet appartement, la collection d'art et tous les autres engagements. » Sophie comprit immédiatement que parmi ces engagements figurait le soutien qu'il apportait à elle et à d'autres artistes via l'Institut. La culpabilité l'envahit comme une vague glacée. « Vous auriez dû me le dire avant, » dit-elle doucement. « Je n'avais pas besoin d'autant de soutien. Je peux revenir à mon horaire normal, chercher un autre emploi les jours libres. »« Non !» Nicolas l'interrompit avec une véhémence surprenante. « C'est la dernière chose que je couperai. Voir vous développer votre talent a été la seule chose véritablement satisfaisante dans ma vie dernièrement. » Quelque chose dans la façon dont il dit cela, l'intensité dans ses yeux, l'émotion à peine contenue dans sa voix, fit accélérer le cœur de Sophie. Pendant un moment, ils restèrent en silence, se regardant comme s'ils se voyaient vraiment pour la première fois. « Y a-t-il quelque chose qui puisse être fait ?» demanda-t-elle finalement, brisant le moment. Nicolas soupira à nouveau, revenant à la réalité des problèmes financiers. « J'envisage de vendre certaines pièces de ma collection d'art. Ce n'est pas le moment idéal du marché, mais cela peut me donner l'oxygène nécessaire jusqu'à ce que d'autres investissements mûrissent. » Les œuvres que vous aimez tant. Sophie savait combien chaque tableau, chaque sculpture signifiait pour lui. Ce n'étaient pas seulement des actifs financiers, mais une part de son identité, des connexions émotionnelles avec des moments de sa vie. Certaines d'entre elles, oui, confirma-t-il, son regard errant dans la pièce où diverses œuvres étaient exposées. C'est ironique, non?
J'ai passé des années à accumuler des objets de valeur pensant que cela m'apporterait de la sécurité. Maintenant, je réalise combien tout est fragile, combien tout peut disparaître en un instant. Il y avait une vulnérabilité chez Nicolas à ce moment-là que Sophie n'avait jamais vu auparavant. L'homme confiant et contrôlé qu'elle avait connu était momentanément absent, remplacé par quelqu'un qui semblait perdu, cherchant une direction. « Vous surmonterez cela », dit-elle avec conviction, étendant instinctivement la main sur le bureau pour toucher la sienne. « Vous êtes intelligent, vous avez de l'expérience, vous connaissez le marché. » Le toucher, simple et réconfortant, sembla surprendre Nicolas. Pendant un instant, il regarda leurs mains unies comme s'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Puis, lentement, il tourna sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts aux siens. « Merci », dit-il simplement, la voix basse. Ce moment de connexion, apparemment trivial, marqua un changement subtil dans la dynamique entre eux. Pour la première fois, c'était Sophie qui offrait du soutien, qui montrait de la force quand il se sentait vulnérable. L'inversion des rôles, non planifiée et complètement naturelle, équilibra quelque chose dans la relation qui jusqu'alors penchait d'un côté. Dans les jours qui suivirent, Sophie se surprit à penser constamment aux problèmes de Nicolas. Pendant ses cours à l'Institut, en s'occupant des enfants, dans les trajets en bus à travers la ville, son esprit revenait sans cesse à cette conversation, à l'expression désolée sur son visage, au toucher inattendu de leurs mains. Une idée commença à se former, initialement vague puis de plus en plus concrète. Le jeudi, après son cours de technique vocale, au lieu de se rendre à la salle de sport, Sophie prit un bus pour le centre de Paris. Elle descendit près de la place de la République et marcha déterminée vers un immeuble commercial ancien, mais bien conservé. « Bonjour », dit-elle à la réceptionniste. « J'aimerais parler à monsieur Philippe Renard. » Une demi-heure plus tard, assise dans une salle de réunion modeste mais élégante, Sophie expliquait son idée à un homme d'âge moyen aux yeux perspicaces et aux manières aimables. « Je comprends votre proposition, Sophie, » dit Philippe après l'avoir écoutée attentivement. « Mais je dois être honnête. C'est un projet ambitieux, surtout si l'on considère que vous commencez tout juste votre carrière musicale formellement. »« Je le sais, » admit-elle. « Mais je connais aussi mon potentiel et, plus important, je crois en ce projet. Pas seulement pour moi, mais pour tous les talents que l'Institut a révélés. » Philippe tambourina des doigts sur la table pensif. Nicolas Lambert est un nom respecté dans le milieu artistique, cela aide certainement. Et l'Institut a fait un travail remarquable ces dernières années. Il fit une pause. J'aurais besoin de plus de détails, un plan structuré, des projections réalistes. Je peux fournir tout cela, assura Sophie avec une confiance qui la surprit elle-même, avec l'aide appropriée. En quittant le bureau de Philippe Renard, Sophie se sentait simultanément épuisée et énergisée. Ce qu'elle avait proposé était audacieux, peut-être même téméraire, mais pour la première fois de sa vie adulte, elle était prête à risquer, à sortir de la zone de confort de la survie quotidienne pour quelque chose de plus grand. Le samedi, après l'atelier de composition, Sophie demanda à parler à Olivier Vernet en privé. Pendant près d'une heure, elle expliqua son idée, répondit aux questions, débattit des possibilités. À la fin, Olivier la regardait avec un mélange d'admiration et de prudence. « C'est une proposition intéressante, Sophie. Risquée, mais avec du potentiel. Le plus important, elle vient du cœur, de l'expérience vécue, pas d'une formule marketing. Alors vous pensez que ça peut fonctionner? Je pense que oui. Mais Nicolas devrait être à bord et le connaissant, je ne sais pas s'il accepterait facilement. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, insista Sophie. Il vous fait confiance, il valorise votre opinion. Olivier réfléchit un moment. D'accord, parlons-lui ensemble. Mais Sophie, indépendamment du résultat, je veux que vous sachiez que je suis impressionné par votre initiative. Beaucoup d'artistes passent des années concentrés uniquement sur eux-mêmes, sur leurs carrières individuelles. Peu ont la vision et la générosité que vous démontrez. Les paroles d'Olivier résonnèrent dans l'esprit de Sophie tout au long du week-end. Tout en préparant le déjeuner du dimanche pour ses enfants, elle réfléchissait au chemin que sa vie avait pris ces derniers mois, de femme de ménage invisible à artiste en formation, de femme qui luttait quotidiennement pour la survie à personne qui osait maintenant rêver non seulement de son propre avenir, mais de l'avenir d'autres artistes comme elle. Et au centre de cette transformation, comme un catalyseur inattendu, se trouvait Nicolas,
L'homme qui avait traversé les barrières sociales pour reconnaître son talent, qui avait ouvert des portes dont elle ignorait même l'existence, et qui maintenant, ironiquement, avait besoin d'aide pour surmonter ses propres obstacles. Le lundi, en arrivant au Penthouse pour travailler, Sophie trouva Nicolas dans la salle de musique, jouant du piano. La mélodie était mélancolique, presque douloureuse dans sa beauté. Elle resta immobile à la porte, ne voulant pas interrompre, se laissant envelopper par la musique qui semblait exprimer tout ce qu'il ne parvenait pas à dire avec des mots. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, Nicolas resta immobile un moment, les doigts encore posés sur les touches. « Chopin » demanda doucement Sophie, révélant sa présence. Nicolas se retourna, un léger sourire se formant sur ses lèvres. « Oui, nocturne en mi bémol majeur. J'y reviens toujours quand je suis troublé. »« C'est magnifique » commenta-t-elle, entrant dans la pièce. Triste mais d'une certaine façon réconfortant. « Comme beaucoup de choses vraies dans la vie » répondit-il, fermant le couvercle du piano. « Comment s'est passé votre week-end ?»« Productif » dit Sophie, s'asseyant dans un fauteuil proche. « En fait, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quelque chose qui pourrait aider avec votre situation actuelle. » Nicolas leva les sourcils, surpris. « Ma situation. »« Vos problèmes financiers, » précisa-t-elle, soutenant son regard. « J'ai une idée, un projet qui pourrait nous bénéficier à tous. Vous, l'Institut, les artistes, et moi aussi. » L'expression de Nicolas oscilla entre curiosité et prudence. « Je vous écoute. » Sophie respira profondément, rassemblant son courage pour partager l'idée qui avait dominé ses pensées ces derniers jours. Le plan qui, s'il fonctionnait, pourrait non seulement aider Nicolas à surmonter ses difficultés financières, mais aussi transformer la vie de nombreux artistes qui, comme elle, avaient juste besoin d'une chance pour que leur voix soit entendue. Le silence plana dans la salle de musique, quelques instants après que Sophie eut exposé son idée. Nicolas la regardait avec une expression qui mêlait surprise, admiration et une pointe de scepticisme. « Un festival caritatif », répéta-t-il, comme s'il avait besoin de le dire à haute voix, pour le traiter complètement. « Avec des artistes de l'Institut et une vente aux enchères de certaines de mes œuvres d'art. Ce ne serait pas juste un événement ordinaire », souligna Sophie, se penchant en avant dans le fauteuil, les yeux brillants d'enthousiasme. « Ce serait une célébration de la musique comme pont entre des mondes différents. Des artistes de banlieue et des collectionneurs d'art, des entrepreneurs et des gens ordinaires, tous unis par la musique authentique, par les histoires réelles. »« Et vous avez parlé à Philippe Renard de cela ?» demanda Nicolas, absorbant encore l'information. « Le producteur musical ?»« Oui, » confirma-t-elle. « Il s'est intéressé à la proposition. Il a dit qu'il y avait un potentiel pour transformer l'événement en un album live, peut-être même un documentaire, Voix de la ville, du silence à la scène, quelque chose comme ça. » Et Olivier ? Il est enthousiasmé par l'idée. Il y voit une opportunité de donner plus de visibilité à l'Institut, d'attirer de nouveaux sponsors. Nicolas se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville qui s'étendait en bas. Une mosaïque de réalités contrastées coexistant côte à côte, tout comme lui et Sophie. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il finalement, se retournant pour la regarder. « Pourquoi vous souciez-vous de mes problèmes financiers ?» La question prit Sophie par surprise. Elle s'était préparée à des objections pratiques, des questions logistiques, mais pas à cette interrogation directe sur ses motivations. « Parce que vous vous êtes soucié de moi quand vous n'aviez pas à le faire, » répondit-elle simplement. « Parce que vous avez vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir clairement moi-même, et principalement, elle hésita, cherchant les mots justes, parce que je crois qu'ensemble, nous pouvons faire quelque chose de significatif, quelque chose qui va au-delà de résoudre vos problèmes ou de réaliser mes rêves. » Nicolas l'observa pendant un long moment, comme s'il la voyait sous un nouveau jour. Il y avait une intensité dans son regard qui fit accélérer le cœur de Sophie. « Quand j'ai pensé à vendre certaines œuvres, j'essayais juste de résoudre une crise, dit-il finalement. Vous avez transformé cela en une opportunité de créer quelque chose de nouveau, quelque chose avec un but. » Il fit une pause, un sourire commençant à se former. « C'est pour cela que votre musique touche les gens, Sophie. Vous avez cette capacité de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. » Le compliment la fit rougir. « Alors vous acceptez l'idée ?»
J'accepte, acquiesça Nicolas, la décision clairement prise. Faisons-le. Dans les semaines qui suivirent, le projet commença à prendre forme concrète. Des réunions furent organisées à l'Institut, des détails discutés, des responsabilités distribuées. Nicolas mit à disposition son réseau de contacts dans le monde de l'art et des affaires, tandis qu'Olivier mobilisa les artistes et professeurs du projet. Philippe Renard apporta son expérience en production musicale et ses contacts dans l'industrie phonographique. Et au centre de tout se trouvait Sophie, l'improbable curatrice artistique de l'événement, la voix qui unirait différents mondes en une seule célébration. À sa propre surprise, elle se retrouva naturellement à assumer un rôle de leadership, son intuition musicale et son authenticité gagnant le respect de tous les impliqués. Le lieu choisi pour le festival fut la salle Pleyel, un espace imposant qui symbolisait l'union entre la tradition culturelle de la ville et les nouvelles voix qui émergèrent de ses banlieues. La date fut fixée à 2 mois plus tard, temps suffisant pour les préparatifs, mais pas assez pour que l'enthousiasme refroidisse. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble à la sélection des œuvres qui seraient mises aux enchères, Nicolas observait Sophie étudiant attentivement un tableau d'un artiste contemporain breton. Il y avait une grâce dans ses mouvements, une confiance qui n'existait pas quelques mois auparavant. « Vous avez changé », commenta-t-il, la faisant se retourner. « Comment ça ? Vous êtes différente, plus sûre, plus épanouie. » Sophie sourit pensive. « Je pense que je me suis enfin permis d'être qui j'ai toujours été, sans peur ni honte. C'est libérateur. »« Vous m'avez changé aussi, » admit Nicolas, s'approchant. « Avant de vous connaître, vraiment, je veux dire, pas seulement comme mon employé, j'étais stagnant. Je vivais entouré d'art, mais j'avais perdu la capacité d'en être touché. » Ils étaient maintenant face à face, à quelques pas de distance, le tableau momentanément oublié. Il y avait une tension dans l'air, un courant invisible d'émotions qui semblait circuler entre eux. « Nicolas, » commença Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ce qui se passe. »« Oui » l'encouragea-t-il quand elle hésita. « C'est compliqué, » finit-elle par dire. « Nos vies sont si différentes. Je travaille encore pour vous techniquement. »« Ça peut changer, » répondit-il, faisant un pas de plus vers elle. « Tout peut changer, Sophie, si nous le voulons. » Le téléphone de Nicolas sonna, interrompant le moment. Il répondit avec une réticence visible, s'éloignant de quelques pas pendant qu'ils conversaient. Quand il raccrocha, son expression avait changé. C'était du cabinet d'avocat, informa-t-il. Il semble qu'il y ait des développements dans l'affaire de fraude. Nous devons y aller demain. « Nous » demanda Sophie, surprise. « Si vous pouvez m'accompagner, » précisa-t-il. « Votre nom figure sur le contrat du festival en tant que co-organisatrice, et ils ont besoin de certaines informations sur la façon dont les fonds seront utilisés. » La formalité soudaine avec laquelle il parlait, si différente de l'intimité du moment précédent, laissa Sophie confuse. Il y avait quelque chose qu'il ne disait pas, une préoccupation qu'il essayait de cacher. « Bien sûr, » accepta-t-elle, décidant de ne pas insister. « Je peux réorganiser mon horaire à la salle de sport. » Le lendemain matin, assis dans la salle de réunion du prestigieux cabinet Duval & Associés, Sophie comprit la vraie raison de la convocation. L'avocat, un homme d'âge moyen à l'expression grave, expliquait que les responsables de la fraude, qui avaient fait de Nicolas une victime, avaient été localisés, mais qu'une grande partie de l'argent avait déjà été dispersée dans des comptes internationaux. En termes pratiques, conclut l'avocat, même avec une issue favorable du procès, vous devez considérer que vous récupérerez au maximum 30% de la valeur investie, et cela peut prendre des années. Nicolas reçut la nouvelle avec un calme qui impressionna Sophie. « Je comprends. Dans ce cas, le festival et la vente aux enchères deviennent encore plus importants. » À ce sujet, l'avocat s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Certains de vos créanciers ont eu connaissance de l'événement et ont questionné la légalité de disposer de ces actifs avant la résolution des dettes financières. « Quoi ?» Nicolas se redressa sur sa chaise, sa contenance momentanément ébranlée. « Les œuvres sont à moi, je peux les vendre si je veux. »« Techniquement, oui, mais la situation est compliquée. Il y a des clauses dans certains de vos contrats d'investissement qui pourraient être interprétées comme un empêchement à l'aliénation de biens significatifs pendant des périodes d'instabilité financière.
Sophie observait l'échange avec une inquiétude croissante. Le festival, qui avait commencé comme une idée pour aider Nicolas, semblait maintenant se transformer en un champ de mine juridique. « Y a-t-il une solution » demanda-t-elle surprenant. Tant l'avocat que Nicolas par son intervention directe. L'avocat ajusta ses lunettes, la considérant avec un intérêt renouvelé. Eh bien, si l'événement est clairement caractérisé comme caritatif, avec la majeure partie des fonds destinés à l'Institut, et non à M. Lambert personnellement, nous aurions une position plus défendable. Ça a toujours été l'intention, affirma Nicolas. L'argent des ventes des œuvres irait partiellement à l'Institut, et partiellement pour régler des dettes spécifiques liées à la galerie, pas pour mon usage personnel. Dans ce cas, nous devons documenter cela formellement, avec une transparence totale sur la destination des ressources, conclut l'avocat, prenant des notes. Et il serait prudent d'avoir une entité indépendante supervisant la distribution des fonds. En quittant le cabinet, Nicolas était visiblement tendu. Ils marchèrent en silence pendant quelques pâtés de maison jusqu'à arriver à une petite place où ils décidèrent de s'asseoir. « Je suis désolé pour tout ça », dit finalement Sophie. « Il semble que j'ai compliqué encore plus votre situation. » Nicolas secoua la tête. « Ce n'était pas vous. Ces complications juridiques seraient apparues de toute façon si j'avais essayé de vendre les œuvres. Au moins maintenant, nous avons un but plus grand. Quelque chose qui va au-delà de simplement résoudre mes problèmes financiers. » Même ainsi, insista-t-elle, quand j'ai suggéré le festival, je n'imaginais pas qu'il y aurait tant d'obstacles. Les obstacles existent pour être surmontés, répondit-il, sa main trouvant la sienne sur le banc de la place. Et je préfère les affronter à vos côtés que seul. Le contact, la proximité, les mots chargés de sens, tout cela fit accélérer le cœur de Sophie. Pour la première fois, elle se permit de reconnaître pleinement ce qui grandissait entre eux ces dernières semaines. Un sentiment qui allait bien au-delà de la gratitude, de l'admiration mutuelle ou même de l'amitié. « Nicolas », commença-t-elle, rassemblant son courage. « Nous devons parler de « nous », compléta-t-il, serrant doucement sa main. « Je sais. » « C'est compliqué », répéta-t-elle les mêmes mots de la conversation interrompue la veille. « Nos mondes sont si différents. »« Étaient », corrigea-t-il, « de moins en moins maintenant. Vous entrez dans mon monde, Sophie, et vous le transformez. Et moi, il fit une pause, cherchant les mots justes, j'apprends à voir la vie à travers vos yeux, avec une clarté que je n'ai jamais eue auparavant. » Un silence chargé d'émotion suivit ces paroles. Autour d'eux, la ville pulsait à son rythme frénétique, indifférente au drame personnel qui se déroulait sur ce banc de place. « J'ai peur », admit finalement Sophie, sa voix presque un murmure. Peur de me livrer à cela et de découvrir que ce n'était qu'un moment, une phase. Peur que quand la nouveauté sera passée, quand je ne serai plus la femme de ménage à la voix d'ange, vous... « Regardez-moi », interrompit doucement Nicolas, se tournant pour la regarder dans les yeux. « Ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec votre voix, ou avec le festival, ou avec n'importe quelle circonstance extérieure. C'est à propos de qui vous êtes, Sophie. Votre force, votre intégrité, votre capacité à voir la beauté là où d'autres ne la voient pas. » Leurs regards se rencontrèrent, et à ce moment-là, toutes les barrières sociales, toutes les différences d'origine et de circonstances semblèrent se dissoudre. Ils n'étaient que deux personnes, vulnérables et authentiques, reconnaissant l'un dans l'autre quelque chose de rare et précieux. Lentement, comme s'il lui donnait le temps de reculer si elle le souhaitait, Nicolas se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque hésitant, une question plus qu'une affirmation, et quand Sophie répondit, entrelaçant ses doigts dans ses cheveux et approfondissant le contact, ce fut comme si une musique composée depuis longtemps trouvait enfin sa mélodie parfaite. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés, comme s'ils avaient couru une longue distance. Nicolas appuya son front contre le sien, les yeux fermés, savourant le moment. « Ça complique encore plus les choses, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, un léger sourire aux lèvres. « Ou peut-être que ça les simplifie, » répondit-il. « Maintenant, au moins, nous savons où nous en sommes. » Le chemin du retour fut parcouru dans un silence confortable, leurs mains se touchant occasionnellement, des sourires complices échangés en regards rapides. Tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne sans retour, et qu'indépendamment des défis que le festival,
les problèmes financiers ou leurs différentes origines pourraient présenter, ils affronteraient tout cela ensemble. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Sophie s'assit sur son petit balcon avec un carnet et un crayon. Les mots coulèrent naturellement, formant des vers qui parlaient de rencontres inattendues, de barrières brisées, de musique que seul le cœur pouvait entendre. C'était une nouvelle composition, différente de tout ce qu'elle avait créé auparavant, non pas née de la douleur ou de la lutte, mais de l'espoir et de la possibilité. De l'autre côté de la ville, dans son penthouse maintenant trop silencieux, Nicolas ne parvenait pas non plus à dormir. Assis au piano, il jouait une mélodie qui semblait surgir spontanément, sous ses doigts, non plus la mélancolie de Chopin, mais quelque chose de lumineux et plein de promesses, comme l'avenir qui se dessinait maintenant devant lui. À mesure que novembre avançait, les préparatifs pour le festival s'intensifiaient. La nouvelle de l'événement commença à circuler dans les milieux culturels de la ville, générant curiosité et attente. L'histoire insolite de la femme de ménage découverte par l'entrepreneur, bien que simplifiée et romancée par les médias, attirait l'attention sur le projet. Pendant ce temps, la relation entre Sophie et Nicolas s'approfondissait, soigneusement. Maintenue discrète pour ne pas éclipser le but principal du festival ou alimenter des spéculations malveillantes. Thomas et Lucie rencontrèrent Nicolas un dimanche, lors d'un pique-nique au parc de la Villette, et au soulagement de Sophie, l'interaction fut étonnamment naturelle, particulièrement entre Nicolas et Thomas, qui partageaient un intérêt inattendu pour l'astronomie. La semaine du festival arriva enfin, apportant avec elle un mélange d'excitation et d'anxiété. La dernière réunion de production eut lieu le jeudi soir, à l'Institut, avec tous les principaux impliqués présents. Les détails furent révisés, les responsabilités confirmées, les éventualités discutées. À la fin, quand la majorité était déjà partie, Olivier demanda un moment seul avec Sophie et Nicolas. « J'ai une nouvelle », annonça-t-il, un sourire énigmatique aux lèvres. Philippe a réussi à confirmer la présence de représentants des 3 plus grandes maisons de disques du pays pour le festival. Tous sont particulièrement intéressés par vous, Sophie. L'information tomba comme une bombe. Bien que le succès de l'événement et d'éventuelles opportunités futures aient toujours été à l'horizon, la perspective concrète d'éveiller l'intérêt de l'industrie phonographique semblait soudainement trop réelle, presque effrayante. « C'est incroyable », parvint à dire Sophie, se sentant simultanément euphorique et terrorisée. « C'est la reconnaissance que votre talent mérite », commenta Nicolas, serrant sa main sous la table. « Le début de tout. » Tandis qu'il marchait vers la voiture après la réunion, Sophie était inhabituellement silencieuse, absorbant l'impact de la nouvelle. « 1 centime pour vos pensées », taquina doucement Nicolas, ouvrant la porte passager. « Ah, pour elle. Je pense à combien la vie peut changer si rapidement, » répondit-elle, entrant dans le véhicule. « Il y a 6 mois, ma plus grande préoccupation était de réussir à payer le loyer et de maintenir les enfants à l'école. Maintenant, je suis sur le point de me présenter à la salle Pleyel, avec des cadres de maisons de disques dans le public. Effrayant, terrifiant, admit-elle avec un sourire nerveux, mais aussi merveilleux, comme un rêve dont j'ai peur de me réveiller. » Nicolas démarra la voiture, mais avant de partir, il se tourna vers elle. « Ce n'est pas un rêve, Sophie. C'est réel. Vous méritez chaque partie de cela, la reconnaissance, les opportunités, tout. Et indépendamment de ce qui se passera samedi, rappelez-vous, votre voix a déjà changé au moins un monde. Le mien. » Elle l'embrassa alors, un baiser plein de promesses et de gratitude, scellant sans mots le pacte entre eux d'être ensemble, quoi qu'il arrive, alors que le festival approchait rapidement, apportant avec lui la promesse de transformer non seulement leurs vies individuelles, mais la façon dont la musique et l'art pourraient construire des ponts entre des mondes apparemment distants. Le matin du grand jour se leva avec une pluie fine et persistante sur Paris, comme des rideaux d'argent liquide descendant des cieux, gris. Sophie se réveilla avant l'alarme, le cœur battant avec la réalisation que le moment pour lequel elle s'était préparée était finalement arrivé. À côté du lit, sur la petite table de chevet, se trouvait la robe qu'elle porterait. Une création exclusive de Christine, en ton de bleu profond, avec des détails dorés, inspirés des couleurs du ciel nocturne qui fascinaient tant Thomas. De l'autre côté de la ville, Nicolas se réveillait également tôt, après une nuit de sommeil agité. Assis au bord du lit,
Il contemplait la vue de la ville qui prenait lentement vie sous la pluie. Les derniers mois avaient été des montagnes russes émotionnelles et financières, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait véritablement plein d'espoir. Indépendamment du résultat du festival, s'il parviendrait ou non à résoudre ses problèmes financiers, si les maisons de disques s'intéresseraient ou non à Sophie, quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. Il avait redécouvert un but, une connexion authentique avec le monde au-delà des murs de son luxueux penthouse. À 4 heures de l'après-midi, l'activité dans les coulisses de la salle Playel était déjà intense. Les techniciens ajustaient lumières et sons, les producteurs couraient d'un côté à l'autre avec des tablettes et des écouteurs. Les artistes nerveux échauffèrent leur voix dans des loges improvisées. Dans une petite salle réservée à l'organisation, Sophie, Nicolas, Olivier et Philippe finalisaient les derniers détails. Les billets ont été complètement épuisés, informa Olivier, montrant le rapport sur sa tablette. Et nous avons atteint 120% de l'objectif de collecte préalable avec les sponsors. Les œuvres pour la vente aux enchères sont toutes cataloguées et exposées dans le foyer, ajouta Nicolas. Le commissaire-priseur arrivera dans 1 heure pour la vérification finale. Philippe consulta sa montre. Les représentants des maisons de disques ont confirmé leur présence. Ils seront au 3e rang, bien au centre. Sophie écoutait, tout en silence, ressentant un mélange de fierté et d'appréhension. Il y avait tant en jeu ce soir, pas seulement pour elle, mais pour tous les artistes de l'Institut, pour Nicolas et ses problèmes financiers, pour l'avenir du projet qu'ils avaient construit ensemble. « Vous allez bien ?» demanda doucement Nicolas quand les autres sortirent pour vérifier les détails en suspens. Un peu nerveuse, admit-elle, lissant des plis inexistants sur la robe encore sur son cintre. C'est beaucoup de pression. Rappelez-vous ce dont nous avons parlé, dit-il, tenant ses mains entre les siennes. Cette soirée ne définit pas qui vous êtes. Votre valeur n'est pas dans ce que ces cadres penseront ou combien d'argent nous collecterons. Elle est dans le courage que vous avez eu pour arriver jusqu'ici, dans l'authenticité de votre musique, dans l'inspiration que vous êtes devenu pour tant d'autres. Sophie acquiesça, se sentant réconfortée par ces paroles. Depuis le baiser sur la place, des semaines auparavant, ils avaient développé une forme de communication qui allait au-delà des mots, une compréhension mutuelle basée sur le respect et l'admiration sincère. « Et vous ?» demanda-t-elle, étudiant son visage à la recherche de signes de l'anxiété qu'elle savait qu'il ressentait aussi. « Comment allez-vous ?»« Étonnamment calme, » répondit Nicolas avec un petit sourire. « Vous savez, je crois que j'ai finalement compris quelque chose d'important. Ces œuvres d'art qui sont là dehors pour être vendues aux enchères, aussi chères que je les aime, aussi précieuses qu'elles soient, ne sont que des objets. Ce que nous créons ici, ensemble, est quelque chose de vivant, quelque chose qui va au-delà de toute valeur monétaire. » Ils partagèrent un moment de silence, les fronts appuyés l'un contre l'autre, respiration synchronisée, comme s'ils rassemblaient mutuellement des forces pour la soirée à venir. Un coup à la porte les sépara. C'était Lucie, resplendissante dans sa robe de fête, accompagnée par Thomas et Madame Dubois, qui s'étaient proposés pour s'occuper des enfants pendant l'événement. « Maman, tu es magnifique !» y s'exclama la petite fille, courant pour embrasser Sophie même avant qu'elle n'ait fini de s'habiller. « Je ne suis pas encore prête, ma chérie », rit Sophie, rendant l'étreinte. « Mais tu es déjà belle quand même », insista Lucie, avec la logique irréfutable des enfants. Thomas, plus réservé à 12 ans, resta près de la porte, mais ses yeux brillaient de fierté. « Ça va être incroyable, maman », dit-il simplement. « Merci, mon fils », répondit Sophie, émue par le soutien inconditionnel de ses enfants. Pour tout. À 7 heures du soir, les portes du théâtre furent ouvertes au public. La pluie avait cessé, laissant dans l'air une fraîcheur agréable qui contrastait avec la chaleur habituelle de Paris. Le foyer se remplit rapidement de personnes, certaines en tenue de gala, d'autres en vêtements plus simples, mais toutes unies par l'attente de l'événement qui était sur le point de commencer. Parmi les invités spéciaux se trouvaient des membres des familles et des artistes de l'Institut, beaucoup venant de banlieues lointaines, pour qui l'imposante salle Playel était un territoire inconnu. Olivier et son équipe s'étaient assurés que tous se sentent bienvenus, avec de jeunes volontaires agissant comme guides et hôtes. La vente aux enchères silencieuses des œuvres d'art eut lieu pendant la première heure, les intéressés circulant parmi les pièces exposées,
et enregistrant leurs offres sur des tablettes mises à disposition à cet effet. Nicolas, élégant dans son costume sombre, circulait parmi les acheteurs potentiels, partageant des histoires sur les œuvres, répondant aux questions, dissimulant avec maestria l'anxiété sur le résultat financier de l'événement. À 8h, une cloche douce annonça le début du spectacle. Les invités se dirigèrent vers l'auditorium, prenant leur place tandis que les lumières diminuaient graduellement. Dans la loge principale, Sophie faisait ses derniers exercices vocaux, entourée par les autres artistes qui allèrent se produire. « Prêt ?» demanda Olivier, entrant dans la loge avec un sourire encourageant. « Le théâtre est comble, et je peux sentir l'énergie positive du public. » Sophie échangea des regards avec les autres artistes. Le jeune rappeur de la zone nord, l'adolescente à la voix d'ange, le groupe de percussion, tous ceux qui avaient répété inlassablement ces dernières semaines. Il y avait un sentiment partagé entre eux, un mélange de nervosité et de détermination. « Nous sommes prêts », répondit-elle pour tous. Le spectacle commença avec une brève introduction d'Olivier, expliquant la mission de l'Institut et le but de l'événement. Ensuite, un par un, les artistes montèrent sur scène, chaque présentation étant accueillie par des applaudissements de plus en plus enthousiastes. Dans les coulisses, Sophie observait chaque performance avec le cœur plein de fierté. C'étaient ses collègues, des personnes qui, comme elle, avaient trouvé dans la musique une forme d'expression, de résistance, de rêve. Les voir briller sur cette scène prestigieuse, recevant la reconnaissance qu'ils méritaient, était une confirmation que tout l'effort des derniers mois en avait valu la peine. Finalement, ce fut son tour. Quand le présentateur annonça son nom, Sophie sentit une vague de frissons parcourir son corps. Pendant un bref moment, toutes les insécurités revinrent. La femme de ménage qui avait osé rêver trop grand, la mère célibataire qui craignait négliger ses enfants à la poursuite d'un rêve personnel, la femme qui traversait la ville tous les jours pour nettoyer des maisons luxueuses. Puis, en montant sur la scène illuminée, ses yeux trouvèrent 3 points d'ancrage dans l'audience. Ses enfants au premier rang, grand sourire et yeux brillants. Nicolas quelques rangées derrière, son regard transmettant toute la confiance et l'admiration dont elle avait besoin. Et, dispersés dans le théâtre, des visages familiers de personnes de sa communauté, voisins, collègues. De travail, amis qui avaient accompagné son parcours, et à ce moment-là, tous les doutes se dissipèrent. Elle appartenait à cette scène autant que n'importe qui. Son histoire, sa musique, sa voix, tout cela était légitime, précieux, nécessaire. Le pianiste joua les premières notes de la chanson qu'ils avaient choisie pour ouvrir sa présentation, Rêve différé, la même qu'elle avait chantée à l'Institut des mois auparavant, maintenant avec un arrangement professionnel qui, néanmoins, préservait la simplicité émotive de la mélodie originale. Quand Sophie commença à chanter, une transformation subtile se produisit dans le théâtre. Le bourdonnement résiduel cessa complètement. Les respirations semblèrent se synchroniser, et une connexion presque palpable s'établit entre elle et chaque personne présente. Sa voix, puissante dans sa vulnérabilité, racontait une histoire de lutte et d'espoir qui faisait écho à des expériences universelles de perte, de persévérance et de rédemption. La première chanson fut suivie par 2 autres compositions, originales, chacune révélant différentes facettes de son identité musicale et personnelle. Pour la dernière musique de la soirée, une surprise qui n'était pas au programme. Nicolas la rejoignit sur scène, s'asseyant au piano. Ensemble, ils présentèrent une composition qu'ils avaient créée ces dernières semaines. Lui à la mélodie, elle aux paroles. Une célébration de la connexion inattendue qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, le théâtre resta en silence pendant 2, 3, 4 secondes, un silence chargé d'émotions contenues. Puis, comme un barrage qui cède, le public éclata en applaudissements. Des personnes se levèrent, certaines avec des larmes aux yeux, d'autres souriant largement, toutes unies dans la reconnaissance qu'elles avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Dans les coulisses, après la présentation, Sophie fut entourée d'embrassades, de félicitations et de quelques larmes émues des autres artistes. Olivier rentra rayonnant dans la salle, suivi par Philippe et 3 personnes d'apparence exécutive qu'elle reconnut immédiatement comme les représentants des maisons de disques. « C'était sensationnel !» s'exclama Olivier, l'embrassant. « Ils veulent parler avec vous. »
tous les trois. Les réunions improvisées eurent lieu là même, entre coupes de champagne et l'énergie restante de la présentation. Chaque cadre présenta sa vision sur comment il pourrait travailler avec Sophie, quelles propositions il pourrait offrir, quelle direction ils aimeraient donner à sa carrière. « J'aurai besoin de temps pour réfléchir », répondit-elle, diplomatiquement, après avoir écouté attentivement chacun. Cette soirée concerne l'Institut, tous les artistes qui se sont présentés. Toute décision sur ma carrière solo devra considérer comment je peux continuer à soutenir le projet. La réponse qui des mois auparavant aurait semblé présomptueuse ou naïve fut reçue avec respect. Sophie n'était plus seulement une découverte prometteuse. Elle était une artiste qui venait de prouver sa valeur, qui avait une vision claire de qui elle était et de ce qu'elle représentait. Quand elle réussit finalement à avoir un moment d'intimité avec Nicolas, loin des regards curieux et des conversations enthousiastes, Sophie se sentait simultanément épuisée et énergisée, comme si elle avait couru un marathon et franchi la ligne d'arrivée en première position. « Nous avons réussi », dit-elle, simplement se laissant embrasser par lui. « Vous avez réussi », corrigea Nicolas, embrassant doucement son front. « J'ai seulement eu le privilège d'être témoin et de vous soutenir. » « Et la vente aux enchères ? Les œuvres ?» Un large sourire illumina son visage. « Toutes vendues, pour des valeurs au-dessus de l'espéré. Non seulement nous résoudrons mes problèmes les plus urgents, mais nous aurons des ressources pour développer le projet de l'Institut. » « Vraiment ? Vraiment. » Et il y a plus, 3 collectionneurs importants ont manifesté leur intérêt à soutenir financièrement la galerie, impressionnés par l'intégration entre art visuel et musique que nous avons promue ce soir. Il semble que nous ayons trouvé une formule qui fonctionne. Sophie appuya sa tête contre sa poitrine, laissant le soulagement et la joie l'inonder complètement. « Et maintenant ? Que se passe-t-il ensuite ?» Nicolas s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. « Cela dépend de nous, n'est-ce pas ? Nous avons des options que nous n'avions pas avant. Vous avez des propositions de maisons de disques à considérer. J'ai une galerie à reconstruire, maintenant avec une vision plus large d'intégration avec d'autres arts. »« Et nous ?» demanda-t-elle, la question portant tout le poids des possibilités futures, des chemins qu'ils pourraient me suivre ensemble ou séparément. « Nous ?» répéta-t-il, prenant ses mains entre les siennes, « sommes la meilleure partie de toute cette histoire. La partie que personne n'attendait, pas même nous. La preuve vivante que lorsque des mondes différents se rencontrent avec respect et ouverture, quelque chose d'extraordinaire peut naître. » 6 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de mai, une nouvelle plaque fut inaugurée sur la façade d'un bâtiment restauré dans le quartier du Marais. Fondation Voice and Visions, lisait-on en lettres élégantes au-dessus du logo qui combinait des éléments musicaux et visuels dans un dessin harmonieux. L'espace, résultat de la fusion entre la galerie de Nicolas et une extension de l'Institut, Voix de la Ville, abritait maintenant un centre culturel complet, avec des salles d'exposition, des studios de musique, des espaces pour ateliers et présentations, et un programme éducatif qui servait de jeunes talents de toute la ville. Lors de la cérémonie d'inauguration, Sophie, élégante dans une robe simple mais sophistiquée, observait avec émotion la réalisation du rêve qui avait commencé comme une idée audacieuse pour sauver Nicolas de la faillite. À ses côtés, Thomas et Lucie, grandis et plus confiants après les mois de changements positifs, interagissaient avec animation avec les invités. Nicolas s'approcha, amenant avec lui un homme âgé que Sophie reconnut comme l'un des investisseurs, les plus importants du nouveau projet. « Monsieur Legrand, voici Sophie Moreau, cofondatrice de la Fondation et la véritable visionnaire derrière tout ceci », présenta Nicolas, la fierté évidente dans sa voix. « C'est un plaisir de finalement vous rencontrer », dit le monsieur serrant la main de Sophie avec respect. « Votre histoire, de femme de ménage à directrice artistique et chanteuse primée, est une inspiration pour nous tous. »« Merci », répondit Sophie avec un sourire sincère. « Mais la véritable inspiration, ce sont les jeunes artistes que nous découvrons chaque jour. Ils sont l'avenir que nous construisons. » Après le départ de l'investisseur, Nicolas entrelaça ses doigts à ceux de Sophie, le geste simple portant tout le confort de l'intimité construite ces derniers mois. Ensemble, ils observèrent l'espace rempli de personnes d'origine, d'âges et de classes sociales différents, toutes unies par l'appréciation de l'art et de la musique. « Qui aurait dit ?» commenta Nicolas.
que ce matin où vous fredonniez en nettoyant mon appartement nous amènerait jusqu'ici. La vie est pleine de surprises, répondit Sophie, s'appuyant légèrement contre lui. Parfois, il suffit qu'une personne croie en vous pour que tout change. Ou peut-être, ajouta-t-il, il suffit que vous croyiez en vous-même, et le monde finit par percevoir ce que vous avez toujours su. L'événement continua jusqu'à la nuit, avec des présentations d'artistes du projet, l'exposition d'œuvres de nouveaux talents visuels et l'annonce du premier album solo de Sophie, qui serait lancé le mois suivant par un label indépendant qui lui avait offert une totale liberté artistique. L'histoire de la femme de ménage et du millionnaire, comme les médias aimèrent les appeler, s'était transformée en quelque chose de bien plus grand qu'une romance improbable. Elle était devenue un symbole de comment l'art peut abattre des barrières, de comment des talents authentiques méritent d'être découverts indépendamment de leur origine, et de comment deux personnes de mondes apparemment incompatibles peuvent, ensemble, créer quelque chose qui transforme non seulement leur propre vie, mais la communauté autour d'eux. Quand la soirée toucha à sa fin et que seuls les plus proches restaient sur place, Sophie monta sur la petite scène centrale une dernière fois. Sans annonce ni introduction, elle commença à chanter a cappella. Non pas une de ses nouvelles compositions sophistiquées, mais la simple chanson qu'elle avait enregistrée pour Nicolas sur ce petit appareil, presque 1 an auparavant. La voix pure et émue résonna dans l'espace, rappelant à tous d'où tout avait commencé. Avec une femme qui, malgré toutes les difficultés, n'avait jamais cessé de chanter, et un homme qui, au milieu de son propre vide, avait su reconnaître la beauté de cette voix. Pendant qu'elle chantait, ses yeux rencontrèrent ceux de Nicolas dans le petit public. Le regard qu'ils échangèrent contenait toute l'histoire qu'ils avaient construite ensemble. Les peurs surmontées, les barrières abattues, les rêves réalisés et les nouveaux horizons qui les attendaient encore. Car c'était la véritable leçon qu'ils avaient apprise, que les plus grandes richesses ne sont pas dans les biens matériels ou le statut social, mais dans le courage d'être authentique, dans la capacité de reconnaître la valeur chez les autres et dans la disposition à construire des ponts entre des mondes qui, seulement en surface, semblent irréconciliables. Et tandis que la dernière note se dissolvait dans l'air, une certitude planait